Mon histoire s'est passée en 2010. Je travaillais dans un hôtel dans une banlieue et quand j'ai commencé là-bas, j'étais à la fois employée à temps partiel à la réception et à temps partiel veilleuse de nuit. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas dans l'hôtellerie, dites-vous que je faisais les bilans de la journée sur l'ordinateur le soir, en plus de surveiller. Je venais d'être promue à un poste de jour et il me restait environ une semaine à la réception avant de passer à mon travail du lundi au vendredi. Et cette journée de travail que je vais vous raconter était comme n'importe quelle autre nuit, sauf que cette fois, vers 3h du matin, j'ai reçu un appel téléphonique. Le type devait avoir mon âge, genre dans la vingtaine, il a tenté d'engager la conversation avec moi, et quand je répondais au téléphone, je devais toujours donner mon nom au client, donc il a su comment je m'appelais et il a commencé à répéter mon prénom. Il a également commencé à me poser des questions personnelles, du genre « Est-ce que t'as un petit ami ? Est-ce que je voudrais aller boire un verre avec lui ?» Des questions qui étaient inoffensives, mais néanmoins, quand je lui ai dit que je raccrochais car j'avais du travail, il a commencé à s'énerver. Il ne voulait pas non plus me donner son nom quand je lui demandais, il m'a simplement répondu « Et si tu m'appelais John ?» Quand il m'a dit ça, j'ai juste raccroché et j'ai continué de travailler. Le lendemain, vers 3h30 du matin, j'ai reçu un autre appel de John. Il a commencé en me demandant de sortir boire un verre encore une fois, ce que j'ai décliné, puis j'ai vite raccroché. Il a rappelé environ 5 fois cette nuit-là, chaque fois devenant de plus en plus grossier dans ses commentaires, essayant juste de me faire parler. Il a terminé son dernier appel par la phrase « Je vois que tu aimes chanter, tu vas au karaoké, c'est ça ? Moi aussi j'adore ça. Allons-y ensemble un jour. » En fait, il m'avait trouvé sur Twitter et j'avais posté sur la sortie que j'avais faite quelques nuits auparavant avec mes amis. J'avais juste posté à propos de notre soirée karaoké. Je lui ai demandé comment il avait eu mon nom complet et comment il m'avait trouvé, mais il n'a pas voulu me le dire. J'ai raccroché à nouveau et il a arrêté pour cette nuit-là. J'ai supprimé tous mes comptes sur les réseaux sociaux, mon compte Twitter, et quand mon patron est arrivé à 7h du matin, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Nous l'avons également dit à notre directrice et à mon agent de sécurité qui l'a ajouté au dossier. Heureusement, je ne travaillais que 2 nuits par semaine. Mais quand je suis revenue la semaine suivante, donc la dernière semaine que je devais faire, John était de retour. Les appels téléphoniques ont commencé vers 3h du matin et ont duré 1 heure environ, mais cette fois c'était un peu différent. John était en colère que j'ai supprimé mes comptes, donc il ne pouvait plus me surveiller et s'assurer que je ne le trompais pas. Je lui ai dit que je ne répondrais plus au téléphone, que mon agent de sécurité prendrait tous mes appels à partir de maintenant et qu'il me laisse tranquille. Il n'a rien dit pendant quelques secondes, puis il a hurlé « Tu seras avec moi que tu le veuilles ou non, je vais venir te chercher ». Et il a raccroché. Bien sûr, j'ai appelé la police. Heureusement, j'avais mon agent de sécurité avec moi, donc je n'étais pas complètement seule ce soir. Mais heureusement que la police est arrivée quelques minutes après, car peut-être que John était en route. J'ai appelé mon superviseur qui était parti à 23h et il a réussi à me calmer par téléphone. Un policier sympa est resté jusqu'à la fin de ma soirée de travail et avec ça, j'ai dit à mon patron que même s'il ne me restait que quelques jours à faire, je ne pouvais pas et surtout je ne voulais pas les faire. Heureusement, ils ont été compréhensifs et j'ai été affectée aux heures de journée et j'ai également envoyé un mail à tout le monde pour les prévenir que si quiconque appelait pour moi, il fallait tout simplement ignorer et transférer ça à la directrice. Heureusement, tout s'est arrêté après ça, à part quelques appels que l'agent de sécurité a reçus pendant 1 semaine, mais il a été malin et a dit à l'harceleur du téléphone que j'avais démissionné à cause de lui et mon harceleur ne m'a plus jamais rappelé. Cela s'est passé à l'automne 1993. J'avais 20 ans. Pour vous situer le contexte, c'était avant que je commence mes études et je travaillais de nuit dans le département de préparation des matériaux au sein d'une usine qui produisait du plastique. J'étais la seule femme dans le département et mes collègues masculins étaient initialement sceptiques quant à ma capacité à gérer le travail, mais je leur ai prouvé que j'avais ma place et que je pouvais le faire. C'était un travail difficile, mais d'un côté positif, car ça m'a mis en très bonne forme, je n'ai jamais été en aussi bonne santé de ma vie. C'était aussi à peu près à ce moment-là que j'ai rompu avec mon petit ami violent. Il était verbalement, émotionnellement et physiquement abusif, et en plus il était alcoolique. C'était aussi à cause de ça que j'ai dû chercher un travail, et c'est probablement la raison pour laquelle je me suis retrouvée dans cette entreprise. Je venais de terminer mon travail, il était environ 1h30 du matin. Ma voiture était presque à sec, donc je me suis arrêtée dans une station de service locale pour faire le plein.
Pendant que je faisais le plein, une femme d'environ mon âge s'est approchée de moi. Elle semblait nerveuse et effrayée à la fois. Elle m'a dit qu'elle était chez son petit ami et qu'ils avaient eu une dispute. Il avait été violent envers elle. Je vous ai dit, moi aussi j'avais déjà vécu ça, donc j'ai tout de suite sympathisé avec elle. Elle était venue à la station-service pour utiliser le téléphone public et pour appeler quelqu'un pour qu'il vienne la chercher. Quand je l'ai entendue me raconter son histoire totalement apeurée, bien sûr, j'ai voulu l'aider. Alors que j'étais en train de faire le plein, une voiture s'est approchée et les gars à l'intérieur ont commencé à l'importuner et à la harceler. D'un léger mouvement de tête, elle a indiqué une voiture qui était garée sur le côté, près des poubelles de la station-service. J'ai vu que c'était une grande voiture vert clair comme une Cadillac ou une Lincoln, avec au moins 2 ou 3 silhouettes à l'intérieur. Après m'avoir fait ce petit signe, elle est venue à mon oreille et m'a chuchoté qu'il avait menacé et qu'elle avait trop peur d'appeler son ami et d'attendre. La femme était soignée, bien habillée, elle ne semblait ni droguée ni ivre, vraiment rien de tout cela. Elle avait juste l'air vraiment nerveuse et bouleversée, alors je n'ai même pas hésité. J'ai fini de faire le plein et je lui ai dit de monter avec moi dans ma voiture et que je l'emmènerais chez elle. À cette heure-là, en semaine, il y avait peu de circulation, donc j'ai démarré rapidement la station-service et je lui ai demandé où elle habitait. Elle ne cessait de se retourner sur le siège pour voir si la voiture nous suivait, peut-être parce qu'elle avait peur, et quand je lui ai demandé de mettre sa ceinture de sécurité, elle m'a ignorée, elle regardait toujours derrière. J'ai vraiment supposé qu'elle avait juste peur, mais quelques pâtés de maison plus loin, j'ai remarqué qu'elle regardait autour de la voiture et elle a commencé à me parler d'argent. « Il est où ton sac ? Où est ton sac ? J'ai besoin d'argent, tu dois m'en donner !» Là, mon estomac s'est noué. J'avais cette femme dans ma voiture et maintenant, elle allait me voler. Quand j'ai réfléchi, le vol n'avait pas beaucoup de sens. Je conduisais une Chevrolet de 1985 et je portais mes vêtements de travail, un vieux t-shirt et un jean avec des bottes. Je ne ressemblais pas à quelqu'un de très riche ou qui semblait avoir beaucoup d'argent, parce que, aussi d'un côté, ce n'était pas le cas. Mais elle s'est retournée de nouveau sur le siège et elle a commencé à crier. « Ah super, ils sont là, ils sont là !» Elle ne semblait plus du tout avoir peur. J'ai vérifié dans le rétroviseur et effectivement, la voiture vert clair qui était à la station se trouvait juste derrière nous. Elle a commencé à rigoler et à sauter sur son siège, sûrement d'excitation. Elle riait vraiment comme une folle. Elle a commencé à ouvrir la boîte à gants, à fouiller ma voiture. Elle a même regardé à l'arrière pour chercher mon sac ou un portefeuille. Elle s'était transformée, elle me racontait tout ce que ces gars comptaient me faire. Maintenant, si j'avais été intelligente, j'aurais simplement conduit jusqu'au poste de police. Mais en fait, en vrai, si j'avais vraiment été intelligente, j'aurais appelé la police depuis la station-service et j'aurais attendu avec elle. Oui, effectivement, ça aurait été la chose la plus maligne. Mais malheureusement, rien de tout cela ne m'est venu sur le moment. Dans l'instant, je suis juste devenue vraiment, mais vraiment en colère. J'ai réalisé 3 choses essentielles qui allaient peut-être me sauver. Premièrement, il y avait une intersection devant avec des voitures de chaque côté qui attendaient de passer le feu. Leur feu était encore rouge et le nôtre venait de passer au orange. Deuxièmement, j'avais un couteau de secours que je gardais pour le travail dans le compartiment de la porte du conducteur. Et troisièmement, la folle n'avait toujours pas mis sa ceinture de sécurité. Je n'ai pas réfléchi, j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai passé le feu orange juste au moment où il est passé au rouge. Et j'ai jeté un coup d'œil en arrière pour voir si la voiture verte était toujours derrière moi, mais la circulation transversale à l'intersection venait juste de commencer à bouger et ils n'ont pas réussi à passer. La folle a commencé à crier, j'ai freiné brusquement et elle a heurté le tableau de bord et le pare-brise avec un craquement violent mais satisfaisant. Quand elle est revenue sur le siège passager, j'avais le cutter dans son visage et je criais des trucs vraiment dingues, même moi je suis étonnée encore. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit, mais c'était du genre « Sors de ma voiture avant que je te défigure, je vais te faire manger le sol !» Le combo folle hurlante et mon mini couteau cutter a vraiment bien fonctionné. Elle a attrapé aveuglément la poignée et elle a ouvert la porte. J'ai commencé à la pousser, à la frapper jusqu'à ce qu'elle dégage de ma voiture et j'ai appuyé sur l'accélérateur pour atteindre le prochain virage et j'ai viré en grinçant des pneus, la porte passager restant toujours ouverte. J'ai fait quelques virages de plus parce que j'avais peur que la voiture verte ne me rattrape et au bout d'un moment, je me suis arrêtée pour fermer la porte passager et j'ai coupé à travers la ville et pris l'autoroute pour rentrer chez moi. J'ai été sur l'autoroute pendant environ 5 minutes avant que je ne commence à trembler. Là, j'ai réalisé ce qui venait de se passer. Je me suis mise sur la bande d'arrêt d'urgence pour me calmer et j'ai conduit jusqu'à chez moi. J'ai raconté à ma sœur avec qui j'habitais temporairement après ma rupture tout ce qui venait de se passer.
Elle m'a prise dans ses bras, elle m'a fait un gros câlin. Elle me rassurait, mais en même temps, elle me criait dessus, disant que j'étais stupide d'avoir pris cette femme avec moi en voiture. Et ce jour-là, je n'ai jamais été aussi contente qu'on me crie dessus. Je venais de terminer ma première année à l'université et j'avais accepté un poste de rabatteur de taxi avec la compagnie de taxi du cousin de mon petit ami. Pendant la première semaine et demie, j'ai principalement travaillé de jour jusqu'à ce que le propriétaire décide d'étendre ses horaires à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai eu de la chance de couvrir 3 des 4 nuits de travail par semaine, car c'était mieux payé. La semaine suivante, j'ai travaillé seule pour ma première soirée. Le chauffeur était de sortie toute la nuit à la recherche de clients, ce qui signifiait que la plupart de la nuit, j'étais seule au bureau. J'étais pas mal à l'aise de travailler seule de nuit, car j'avais déjà travaillé dans un café ouvert 24 heures sur 24. J'étais habituée à cet horaire, et en plus, c'était un mercredi ou un jeudi soir, donc ce n'était pas très fréquenté. Le meilleur aspect de ce travail était que mon patron me permettait d'utiliser mon PC pour jouer à des jeux vidéo. Et depuis le bureau où j'étais, je pouvais voir la porte d'entrée, une partie du comptoir et la plupart des fenêtres de devant, donc je pouvais quand même garder un œil sur ce qui se passait dehors, même si j'étais sur l'ordinateur. En plus, la cloche au-dessus de la porte m'alertait toujours lorsqu'un nouveau client entrait, donc je ne pouvais pas être pris au dépourvu si je me plongeais trop dans mon jeu. Cette nuit-là, je travaillais avec un chauffeur de taxi nommé Dave. Dave mesurait environ 1m90 et pesait plus de 130 kg, en plus de souffrir de graves problèmes de santé, ce qui rendait tous ses mouvements assez lents et douloureux. Il n'était pas ce monsieur fitness ni le genre de personne qui pouvait se défendre facilement, et pendant les premières heures du matin, vers 1h30 ou 2h, Dave a reçu un appel pour aller chercher quelqu'un dans la ville à environ 15 minutes du bureau. Il a rassemblé ses affaires, il est parti dans la nuit, tandis que je suis entrée dans le bureau et j'ai continué à jouer sur mon PC. Environ 15 minutes plus tard, j'ai remarqué quelque chose au-dessus de mon ordinateur. Mon esprit s'est figé. J'ai entendu quelqu'un halter et dans le reflet de la fenêtre, j'ai vu que quelqu'un était assis dans l'une des chaises d'attente. Je me suis dirigée vers la porte qui relie la salle d'attente au bureau. Un type avec une énorme queue de rat avait réussi à se faufiler dans le bureau et était maintenant assis dans l'une de ses chaises, le visage enfoui dans les mains, haletant bruyamment. Le type était sale, transpirant, et je semblais avoir couru un marathon. En vérité, sa coupe avec sa queue de rat aurait dû m'alerter que quelque chose n'allait pas. Mais je l'ai trouvé plus hilarant que terrifiant, le mec. Quelques instants se sont écoulés et j'ai finalement pris mon courage à deux mains pour lui demander s'il avait besoin d'un taxi. Il ne m'a pas répondu, je lui ai redemandé à nouveau. Quand il a levé la tête pour me regarder, j'ai immédiatement reculé. Son visage était égratigné et couvert de sang et de plaies. J'ai été si choquée que je lui ai immédiatement offert de l'aide. Il m'a répondu « Je vais bien, je n'ai pas besoin d'aide, je veux juste rentrer chez moi ». Je lui ai demandé s'il avait besoin d'un taxi et dans l'affirmative où est-ce qu'il allait. Il m'a dit qu'il habitait à environ 20 minutes de là et qu'il voulait que Dave le ramène chez lui. À partir de là, les choses ont commencé à devenir étranges. J'ai appelé Dave à la radio pour lui dire qu'il y avait un client dans le bureau et qu'il voulait un taxi. Il m'a dit qu'il serait là dans environ 10 minutes. Ma main était sur le téléphone en permanence au cas où le gars faisait un geste brusque. Au lieu de retourner dans le bureau, j'ai décidé qu'il valait mieux rester à l'avant où il y avait 2 grandes baies vitrées qui permettaient de voir facilement ce qui se passait à l'intérieur. On ne savait jamais ce qui pouvait arriver. Je ne me sentais pas vraiment menacée par ce type, mais il avait l'air vraiment en colère contre quelque chose, donc plutôt imprévisible. Alors, bien sûr, je voulais m'assurer que si quelque chose m'arrivait, que les gens pourraient le voir. Alors je suis sortie dans la salle d'attente et au fur et à mesure que je m'approchais du monsieur, j'ai vu qu'il ne saignait pas seulement de la tête, mais aussi de l'épaule et du genou. Je lui ai demandé à nouveau s'il allait bien, je lui ai proposé de l'aide, d'appeler une ambulance pour lui, mais c'était une mauvaise idée. Je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas comme si j'avais tué quelqu'un, hein, n'est-ce pas? Je n'ai jamais tué de gens. N'appelez personne, pas besoin d'appeler qui que ce soit, je veux juste rentrer chez moi. J'étais choquée et je lui ai répondu « Je suis désolée, je viens juste de remarquer que vous saignez beaucoup et je pensais que vous voudriez peut-être qu'on vérifie vos blessures. » « Il n'est pas nécessaire d'appeler, m'a-t-il répondu. « Je n'ai tué personne, je le jure. S'il te plaît, ne préviens pas les flics. Je n'ai pas besoin des flics, je n'ai tué personne. Je veux juste rentrer chez moi, je n'ai tué personne. » Il y a eu un silence pendant quelques minutes. Il a remarqué le téléphone serré que je tenais dans ma main
Et là, il s'est justifié. Je suis tombée, je suis tombée. C'est pourquoi je saigne, voilà, c'est pour ça. Je suis tombée. C'est pas comme si j'avais tué une personne. Hein. Il s'est soudainement levé, a commencé à marcher de façon impatiente pour son taxi, et là j'ai commencé à flipper. Il y avait maintenant du sang sur la chaise et sur le sol. Je tenais toujours mon téléphone dans la main et de temps en temps, il brisait le silence avec une autre série d'incohérences, affirmant qu'il n'avait rien fait de mal parce qu'il n'avait tué personne, et que je n'avais pas besoin d'appeler les flics parce que c'était un brave type. Finalement, Dave a appelé à la radio pour dire qu'il était là dans 2 minutes, et là j'ai poussé un soupir de soulagement. Quand il est arrivé devant le bureau, l'homme est monté dans la voiture et ils sont partis. Maintenant, c'est vrai que j'étais rassurée pour moi, mais j'étais devenue inquiet pour Dave. Alors j'ai appelé la police et j'ai donné la plaque du taxi. J'ai tout raconté aux policiers qui ont suivi le taxi jusqu'à la maison de ce type où ils l'ont arrêté. Il s'est avéré qu'en fait, cet homme s'était enfui d'un bar voisin après avoir agressé physiquement un autre client. Dans quelle mesure, pourquoi, je ne sais pas, je ne l'ai jamais su d'ailleurs. Il l'avait blessé avec un objet tranchant, je suppose un couteau de poche ou une lame, et il avait ensuite pris la fuite. C'est vrai qu'il était tombé, d'où sa blessure à son genou. Il avait réussi à trouver son chemin jusqu'au bureau de taxi. Pendant qu'il était avec moi au bureau, la police le recherchait dans la rue. Techniquement, non, il avait raison, il n'avait tué personne, mais en tout cas, il avait agressé quelqu'un et tenté de tuer quelqu'un. J'ai également découvert qu'un autre des chauffeurs, Steven, connaissait ce type depuis le lycée. Son nom est Duck. Il a un passé violent. Il a également l'habitude de rentrer ivre chez lui et de fracasser le crâne de sa femme. C'est vraiment un homme dangereux. Que ce soit planifié cette nuit-là, je ne pourrais pas le dire, mais je suis juste content que ce type ait fini en garde à vue pour la nuit. Sa femme n'a pas été blessée et le type qui a été poignardé n'est apparemment pas mort. Du moins, je suppose qu'il ne l'est pas, car je vois encore Duck de temps en temps. Il se promène dans les rues avec sa magnifique queue de rat, ce qui signifie qu'il n'a pas été arrêté. Non, plus sérieusement, même si ce soir j'ai vraiment eu peur, j'aurais aimé que vous puissiez voir sa queue de rat. C'était flippant, mais aussi hilarant. C'était en 2012, pendant l'hiver, j'avais 18 ou 19 ans à l'époque. Je travaillais dans une station-service dans une ville de taille moyenne en Angleterre. C'était un emploi correct, avec un bon salaire. Quelqu'un qui était encore à l'école à l'époque aurait aimé avoir mon salaire, mais c'était dommage que ce soit un emploi du week-end. Pendant que mes amis, eux, s'amusaient, devenaient ivres et faisaient la fête, moi j'étais dans une station de service de nuit à servir des chauffeurs de taxi et des ivrognes occasionnels. La nuit avait commencé comme n'importe quelle autre soirée, servir les gens, nettoyer, ranger les étagères, c'était le travail habituel. Comme c'était l'hiver, la nuit était vraiment sombre et on ne pouvait voir que les contours flous des gens qui allaient et venaient, même avec les lampadaires, et l'endroit où je travaillais était situé de l'autre côté de la route d'un pub et avait une ruelle qui longeait le côté, menant à un lotissement. Vers 3 ou 4 heures du matin, alors que je finissais de nettoyer une série d'étagères, j'ai remarqué une silhouette debout dans la ruelle, juste à l'extérieur de la lumière, mais juste assez pour cacher son visage. Bien qu'on pouvait distinguer ses vêtements, je ne pouvais pas voir exactement qui c'était. C'était un homme ou une femme. J'ai d'abord pensé que c'était quelqu'un qui attendait un taxi, car cela arrivait parfois, ou que ça me semblait assez inoffensif. Je me suis assise sur ma chaise derrière le comptoir, j'ai regardé mon téléphone et j'ai joué à quelques jeux pendant un moment. Et quand j'ai relevé les yeux, il était 5 heures du matin et la personne était toujours là à attendre mais à me regarder. Pour aggraver ma situation, après 5 heures du matin, il n'y a presque personne dans la rue, ni trafic, ni passant. Et j'avais ce sentiment viscéral qu'il avait de mauvaises intentions. J'étais en sécurité car j'avais verrouillé la caisse et j'avais fermé les portes. J'ai juste fixé l'inconnu dans la ruelle, essayant de garder un œil sur ce qu'il ferait ensuite pour anticiper au cas où. Après un moment, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Je suis partie et je suis revenue en pensant qu'il serait peut-être lui aussi ou elle aussi parti, mais ce n'était pas le cas. La personne était toujours là. J'ai alors décidé de ne pas faire ma dernière tâche, car c'était de vider les extincteurs et les seaux de sable dehors. J'ai attendu l'arrivée de mon collègue, ce n'était pas pressant. Il était environ 6 heures du matin quand la silhouette a disparu dans la ruelle et je ne l'ai pas revue pour le reste de ma journée. Quand mon collègue est arrivé, il faisait encore sombre et je marchais habituellement 10 minutes pour rentrer chez moi, mais cette fois, j'ai pris un taxi et je suis rentrée en voiture. J'avais l'impression que cet homme pouvait être n'importe où, toujours en train de m'observer.
J'ai raconté mon expérience à mes collègues et à ma famille et ils m'ont dit qu'ils n'avaient personnellement jamais vécu quelque chose de similaire et qu'ils ne le souhaitaient pas non plus. J'étais très nerveux lors de mes soirées de travail suivantes. J'avais l'impression que dès que je baissais ma garde, l'homme pouvait arriver à tout moment. Heureusement, rien d'autre ne s'est produit par la suite. J'ai démissionné l'été suivant pour aller à l'université. J'ai travaillé dans une station-service pendant une courte période, il y a presque 5 ans. Pendant ce temps, je travaillais de nuit. La ville où se trouvait la station-service, je la décrirais comme assez calme et petite. Pendant la nuit, il n'y avait pas beaucoup de clients. J'étais souvent le seul à travailler pendant la majeure partie de la soirée et je suis même un peu surpris que nous soyons ouverts toute la nuit. La station-service était située le long de la route, pas trop loin de l'autoroute, donc elle attirait un certain trafic, mais il n'y avait pas vraiment d'autres commerces à proximité. Pendant probablement 3 semaines, après avoir travaillé là-bas, j'avais pris le coup de la routine, mais j'étais toujours un peu nerveux de travailler la nuit, seule dans la station, sans savoir si les personnes qui rentraient allaient être dangereuses. C'était quelque chose à quoi je pensais beaucoup trop, j'étais beaucoup trop méfiante, mais heureusement, les premières semaines où j'ai travaillé là-bas, rien de trop inhabituel ne s'est produit. Cependant, tout a changé en une nuit. Il devait être environ 2h ou 2h30 du matin. Tout était assez calme, j'étais assise derrière le comptoir, j'attendais que des clients entrent, et là j'ai vu une voiture entrer dans la station depuis la route. La voiture a passé les 4 pompes à essence et elle a commencé à se diriger vers les places de parking juste devant, mais elle ne s'est pas garée là. Au lieu de cela, elle a tourné et elle s'est dirigée vers le côté du bâtiment. Il y avait quelques places de parking supplémentaires là-bas, mais c'était caché. Peut-être 30 secondes plus tard, j'ai vu quelqu'un. C'était un homme et il marchait vers la porte. Il l'a ouverte, il est entré et il m'a demandé quelque chose. Il m'a dit qu'il y avait un problème avec la station de gonflage de pneus gratuite que nous avions à côté du bâtiment, devant l'une de ces places de parking. C'est vrai que nous avions mis ça en place pour que les gens puissent gonfler leurs pneus en cas d'urgence. Et le gars m'a dit que sa voiture avait un problème de pression, il fallait faire quelque chose, mais qu'il n'arrivait pas à gonfler ses pneus. Il m'a dit qu'il en avait vraiment besoin et il a alors demandé que je vienne l'aider. Pour être honnête, je voulais vraiment l'aider, mais je ne savais pas vraiment comment réparer la machine et puis je ne pouvais pas savoir si elle était effectivement cassée, je n'y connaissais rien. En dehors de savoir comment l'utiliser, je n'en savais pas beaucoup plus. J'ai dit à l'homme que je ne pourrais probablement pas l'aider, mais il m'a demandé de quand même sortir et d'essayer quand même. J'ai accepté, ne me demandez pas pourquoi, et je l'ai suivi à l'extérieur de la station-service. Nous sommes sortis à l'avant, autour du côté, et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai vu sa voiture. C'était un SUV et il n'était pas garé à la place pour gonfler ses pneus. Il était garé 3 places plus haut. J'ai aussi regardé ses pneus et tout avait l'air correct. Les choses commençaient vraiment à devenir étranges. En outre, lorsque nous sommes arrivés au gonfleur, je l'ai soulevé pour voir s'il n'était pas cassé. J'ai dit à l'homme que tout semblait fonctionner. Il m'a dit d'essayer quand même, que pour lui ça n'avait pas marché, et il m'a demandé de lui expliquer comment l'utiliser. J'ai commencé à expliquer à l'homme, il se tenait juste à côté du bâtiment pendant que je tenais sur la place de parking où on se gare pour utiliser la machine, et alors que je parlais, j'ai vu du coin de l'œil que le SUV a commencé à reculer. J'allais demander à l'homme si c'était sa voiture, il m'a dit de continuer d'expliquer et de ne pas faire attention. J'ai commencé à le faire, mais c'est là que j'ai entendu un crissement soudain de pneus et quand j'ai tourné ma tête et regardé sur le côté, j'ai vu le fameux SUV que je pensais être le sien foncer sur moi. Je ne sais pas comment je me suis sauvée, j'ai sauté hors de la voie, je suis arrivée sur le trottoir du côté, juste avant que la voiture ne me renverse. La voiture a fini par heurter la pompe à air, puis s'est rapidement tournée sur le côté et j'ai vu qu'elle commençait à reculer. Je me suis levée, j'ai couru vers la porte de la station-service. L'autre homme qui était en train de parler avec moi avait déjà fui. Je suis entrée dans la station-service et j'ai immédiatement verrouillé les portes. La voiture a fait demi-tour, elle est revenue sur le côté. J'ai verrouillé les portes et j'ai alors vu la voiture accélérer hors du parking et retourner sur la route. J'ai gardé la boutique fermée pendant un certain temps avec les portes verrouillées. Personne n'a essayé d'entrer pendant ce temps. J'ai appelé la police, bien sûr, qui est venue peu de temps après. Elle a pris toutes les informations que je pouvais leur donner. Nous avions des caméras de sécurité, mais malheureusement, aucune n'était orientée pour montrer ce côté du bâtiment. Une des caméras d'une pompe à essence a vu la voiture partir en trombe, mais la qualité n'était pas assez bonne pour identifier la plaque d'immatriculation. Tout ce que j'ai pu donner, c'était la marque et le modèle du SUV, ainsi qu'une description de l'homme.
Cet incident a suffi pour que j'abandonne ce travail. J'ai donné mon préavis de 2 semaines le lendemain et j'ai trouvé un autre emploi après ça. Travailler de nuit dans une station-service n'était vraiment pas pour moi. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui travaillent de nuit. Je ne suis pas sûre de savoir pourquoi ces gars ont essayé de me renverser. J'aurais pu sérieusement être blessée cette nuit-là, mais heureusement, tout va bien.